Bonjour, je m'appelle Philippe Papineau et vous écoutez Décrocher la Une. L'existence et les conséquences des changements climatiques ne sont plus approuvées, mais la présence de ces concepts dans le cursus scolaire québécois reste plutôt mince. Les élèves du secondaire, mécontents de la situation, ont décidé de prendre les choses en main. Notre journaliste Anne-Marie Provost nous raconte leur histoire. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Philippe. Tu t'es récemment entretenue avec deux jeunes à la démarche sérieuse. Qu'est-ce qui a été l'étincelle qui les a fait réagir? Oui, ces deux jeunes en secondaire 5, Marie Maltais, Olivier Cloutier, qui sont étudiants à l'école Mont-Saint-Sacrement dans le coin de Québec à Saint-Gabriel-de-Valcartier. Puis c'est l'année dernière, en secondaire 4, il y avait un cours optionnel Sciences et technologies de l'environnement, STE, donc qui parle entre autres là, des enjeux environnementaux. Puis ils ont remarqué que les changements climatiques, entre autres, prenaient vraiment toute une petite place. Pour dire les mots d'Olivier, il me dit on en a parlé 2 fois pendant une dizaine de minutes, juste en vue de l'examen là, du ministère de l'Éducation. Mais sinon, on n'a pas vraiment abordé les changements climatiques. Puis c'était aussi un contenu qui datait un peu par ces deux jeunes assez allumés là, qui ont fait beaucoup de recherches sur Internet, qui connaissent bien ça. Puis ils se sont dit, nous, on aimerait ça qu'à l'école, ça reflète un peu plus ce qui se dit présentement dans la communauté scientifique par rapport à ces enjeux-là. Donc, après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en décembre, il y a environ 1 an, Marie a commencé à en parler avec son père. Puis le père de Marie, il faut savoir que c'est Martin Maltais, qui est un professeur à l'Université du Québec à Rimouski, à l'UQAR, qui est spécialisé en financement de l'éducation, qui a aussi travaillé au cabinet du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur avant que les deux ministères là, soient séparés, scindés. D'accord. Donc, on peut dire que c'est un gars qui connaît quand même assez ça. Et là, pour reprendre les mots de Marie, elle a tanné son père pendant 3 mois dans des discussions au souper à lui dire « Là, je trouve qu'on parle pas assez des changements climatiques à l'école. » Donc, son père lui a dit « OK, je vais t'aider à mettre sur pied un comité. Je vais te donner des noms de gens qui pourraient être pertinents. » Donc là, Marie, avec Olivier, ils ont commencé à faire des démarches pour rejoindre ces gens-là, notamment un professeur à l'ETS qui s'appelle Daniel Rousse. Marie le connaissait déjà avant parce qu'elle a assisté à un de ses cours de maîtrise. Daniel, c'est un professeur qui est spécialisé en efficacité énergétique, en énergie renouvelable, donc qui connaît quand même très bien ces sujets-là. Ils ont également approché la directrice générale de l'Association de l'enseignement en sciences et technologies du Québec, qui a à peu près un peu moins de 600 membres qui enseignent cette matière-là à l'école. Donc, Marie a envoyé une lettre à Camille Turcotte, qui est la directrice générale. Et dans sa lettre, elle disait, moi, voici, depuis que je suis à l'école, qu'est-ce que j'apprends sur l'environnement puis les changements climatiques. Et voici ce que j'aurais aimé apprendre, en fait. Donc là, Camille, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle a été assez impressionnée par cet article-là. Donc, elle a décidé de le publier dans la revue de l'association. Ça, c'était cet été environ. Puis bon, là, il y a d'autres professeurs de l'UQAR qui ont décidé de se joindre à l'aventure entre-temps. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Marie et Olivier ont décidé de faire un sondage qu'ils ont distribué dans des écoles du Québec, dans 2 écoles en fait, une école primaire, une école secondaire. Donc, il y a 638 élèves qui ont répondu à ce sondage-là pour savoir un peu leurs impressions par rapport au changement climatique. Puis, je dois dire, Philippe, que moi, de voir ces jeunes-là, à quel point ils étaient organisés, ça m'a beaucoup, beaucoup impressionnée parce que, je sais pas pour toi, mais moi, quand j'étais en secondaire 4 ou en secondaire 5, j'étais pas aussi pertinente que ça à la société. Non, c'est des jeunes qui sont vraiment très allumés. Mais si on revient à leur sondage, qu'est-ce qu'ils en retirent comme constat? Ça, c'est très intéressant. Plusieurs choses. La moitié des répondants étudiants au secondaire se considéraient comme trop peu informés en classe par rapport au changement climatique. Puis quand on parle des élèves du primaire, c'est encore plus élevé. Il y a 70% des élèves du primaire qui voudraient plus d'informations par rapport à ces enjeux-là. Donc, c'est quand même assez énorme. Puis, ils ont aussi posé des questions par rapport à l'anxiété, l'inquiétude. Puis ça aussi, c'est très intéressant. 62% des élèves du primaire se sentent inquiets face au bouleversement climatique. Puis au secondaire, c'est 57%.
Puis, ils ne se sont pas juste arrêtés à distribuer un sondage puis à compiler des statistiques. Ils ont également fait des groupes de discussion pour voir un peu plus c'était quoi la préoccupation des élèves par rapport aux enjeux environnementaux. De quoi aimeriez-vous qu'on vous parle en classe? Et là, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ressortaient, notamment les choses qui influencent plus la vie personnelle des gens, ce qu'on ressent au quotidien, par exemple les tempêtes, les événements météorologiques, les grandes variations de température. Les jeunes se demandent, bon, d'où ça vient, qu'est-ce qui cause ça, est-ce qu'il va en avoir plus? Puis en plus de ça, il y avait d'autres éléments qui ressortaient. Les jeunes se posaient beaucoup de questions, par exemple, sur le plastique dans les océans. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y en ait plus? Puis ça, c'est un point qui revenait beaucoup d'ailleurs, c'est l'action. Qu'est-ce que moi, comme jeune, je peux faire dans ma vie, dans mon quotidien, pour aider à renverser la tendance des changements climatiques? Beaucoup de préoccupations concrètes, donc, mais maintenant qu'ils ont ces informations-là en main, c'est quoi la prochaine étape? Ben, là, ils sont en train de diffuser le sondage dans encore plus d'écoles. Il y a notamment un partenariat avec un centre de services scolaires là, qui est en voie d'être fait, qui permettrait de le distribuer à 17 000 élèves, ce qui est quand même énorme. Eux, leur intention, c'est vraiment d'avoir le plus d'informations possible pour avoir le meilleur portrait de ce que les jeunes pensent. Et pourquoi ces jeunes-là veulent avoir le pouls à ce point de la communauté? C'est qu'ils aimeraient ça éventuellement s'asseoir devant des fonctionnaires du ministère de l'Éducation ou même devant le ministre de l'Éducation lui-même, M. Drainville, pour dire, ben nous, on a fait une étude exhaustive de ce que les élèves pensent, puis ce qu'on vous dit, ben, c'est appuyé sur une consultation exhaustive. Puis éventuellement, ils aimeraient qu'il y ait une révision du programme de formation en sciences, notamment, du primaire, du secondaire, mais aussi du cours optionnel qu'eux-mêmes ont suivi en secondaire 4, pour que des enjeux comme les changements climatiques ou la déforestation ou la désertification des océans soient inclus dans le cursus. Parce que là, pour l'instant, ils trouvent qu'il y a des gros manques. Décrocher la une revient après ceci. Tu me parles d'Olivier et de Marie qui, eux, critiquaient le manque de contenu dans un programme optionnel qui est dédié à la science et à l'environnement. Est-ce que ça veut dire que dans le programme général, c'est encore pire? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, le programme de sciences et technologies, qui est du primaire jusqu'en secondaire 4, date d'il y a une vingtaine d'années. Ça, c'est ce que Camille Turcotte de l'Association pour l'enseignement de la science et technologie du Québec me disait. Puis, ce qu'elle dit, c'est que la science évolue quand même beaucoup plus vite que ça. Donc, ce qu'on a déterminé il y a 20 ans, est-ce que c'est encore vraiment au diapason de l'évolution de nos connaissances par rapport à l'environnement, à la science? Non. Mais par exemple, elle dit que le programme est bien fait au sens où un enseignant qui est un peu plus motivé que les autres a tout à fait la latitude de sortir du script, entre guillemets, là, du programme et pourrait enseigner des choses qui ne sont pas nécessairement détaillées là, dans la feuille de route du ministère. Il y a de la liberté, donc. Oui, il y a quand même une marge de manœuvre, mais encore faut-il que l'enseignant soit bien formé parce que des fois, les enseignants vont dire « Ben oui, moi, j'aimerais ça enseigner les changements climatiques, j'aimerais ça enseigner la déforestation, j'aimerais ça enseigner l'acidification des océans, mais quelle formation j'ai eue pour faire ça? J'en ai pas, donc il y en a qui se sentent démunis par rapport à ça. Mais il ne faut pas penser qu'on ne parle pas du tout d'environnement dans le cursus au primaire ou au secondaire. Bon, par exemple, en environnement et consommation, on va quand même parler des attentes sociales par rapport à ça. On peut aussi l'aborder, par exemple, en sciences et technologies, en géographie ou en histoire et éducation à la citoyenneté, par exemple. Puis d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans le nouveau programme de culture et citoyenneté québécoise, on va notamment parler des enjeux environnementaux. Mais cela dit, il y a quand même un manque. Puis quand je parlais à Camille Turcotte, je demandais, mais les élèves peuvent quand même s'informer à travers les médias, ils peuvent s'informer à travers Internet. Donc, c'est quoi l'intérêt de l'enseignant en classe, les changements climatiques? Ils sont capables de faire des démarches de leur propre côté. Ils font leur propre recherche, comme on dit. mais l'affaire, c'est que justement, il y a une crainte que les élèves tombent dans une bulle de désinformation. Ah. Parce qu'il y a beaucoup de fausses nouvelles qui circulent sur les réseaux sociaux par rapport au changement climatique. Mais bon, il y a aussi beaucoup d'images, de montage d'images, par exemple, une photo de 1910 versus une photo de maintenant pour montrer que le niveau de l'eau est au même niveau. Mais en fait, c'est des images qui sont prises hors contexte, donc ça ne marche pas.
Il y a des gens qui vont dire des faussetés comme, par exemple, ça fait 15 ans que la température globale n'a pas augmenté. Puis, quand tu as un élève qui voit ces informations-là et qu'en classe, on lui a pas donné les outils critiques face à ces informations-là, ben, il y a quand même un danger que l'élève, finalement, tombe dans cette bulle de désinformation-là. Le gouvernement québécois, là-dedans, qui est directement interpellé par les revendications des étudiants, il réagit comment? Ben, moi, j'ai parlé avec le ministère de l'Éducation du Québec qui ont mené des consultations pour revoir la façon dont on révise les programmes dans les écoles au Québec. Puis on me dit que la réflexion du ministère est constante, dans le sens que, bon, le ministère est conscient que le programme en sciences et technologies aborde de façon moins soutenue des enjeux qui sont devenus plus actuels, mais le ministère est toujours en train de faire une veille, de voir, bon, qu'est-ce qui se dit de neuf dans ce domaine-là en particulier. Et quand il va y avoir une révision du programme, ben, on aura déjà plusieurs éléments à intégrer. Puis on me dit que le moment où est-ce qu'il y aura une refonte du programme n'a pas encore été déterminé, mais ça pourrait être dans un horizon de court à moyen terme. Ce que je comprends de Marie, c'est que le gouvernement du Québec n'est pas fermé à ces idées-là, mais d'ici là, à quoi il faut s'attendre pour la suite? Ben, Marie et Olivier sont quand même très actifs. Là. Comme je disais un peu plus tôt, ils vont diffuser le sondage plus largement. Ils aimeraient aussi, à partir de janvier prochain, mettre sur pied un réseau d'étudiants pour inclure plus d'élèves dans la démarche, dans le comité. Élargir la base. Élargir la base, exactement. Puis, ils aimeraient également voir l'ajout d'ateliers sur les changements climatiques à l'école. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils m'ont raconté que leur comité est séparé en plusieurs champs d'activité. Donc, Marie et Olivier, eux, s'occupent plus de l'organisation générale. C'est eux qui en assurent la direction. Puis eux s'occupent plus d'aller prendre le pouls des élèves du primaire, du secondaire et éventuellement du cégep pour savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient voir inclus dans une formation sur l'environnement, parce qu'eux veulent vraiment partir de la base. C'est quoi les besoins des élèves? C'est quoi leurs envies? C'est quoi leurs intérêts? C'est quoi les manques qu'ils constatent? Les autres membres du comité ont aussi leurs propres travaux. Donc, Daniel Rousse, lui, ce qu'il est en train de faire, c'est de développer un programme de formation à l'ETS qui va être destiné aux gestionnaires des écoles, mais aussi aux étudiants en enseignement, puis aux enseignants actuels. C'est un cours qui va s'appeler « Grands enjeux environnementaux », il espère avoir une première cohorte en 2024, puis est en train de développer un projet pilote avec le Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois, sur l'île de Montréal pour que les enseignants du centre de services scolaires, mais aussi les autres catégories d'emplois qui voudraient bien y participer, s'inscrivent à ce cours-là en particulier. Puis, sur un autre front, il y a également Martin Maltais, le père de Marie, qui a encore beaucoup de connaissances au ministère de l'Éducation. Il connaît bien les fonctionnaires et tout ça, qui fait de son côté du travail à ce niveau-là pour aider à faire avancer les activités du comité. Donc, on voit quand même que c'est très, très, très organisé comme démarche, que ça pourrait éventuellement mener à certains changements parce que visiblement, il y a beaucoup de sérieux derrière tout ça. Anne-Marie, à court ou à moyen terme, on va suivre ce dossier-là. On espère que le travail de ces étudiants et de ce comité-là va porter ses fruits. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Philippe Papineau. Ce balado est réalisé par Xavier Cronstrom-Richard. À la recherche, Félix Deschênes. Notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.